Merci de nous rejoindre sur ICI Beyrouth. Bienvenue dans nos studios. Où en est l'élection d'un président au Liban? Comment stopper l'effondrement total que connaît le pays? Comment le sortir, ce pauvre Liban, de l'enfer où il a été conduit? Toutes ces questions et d'autres d'ailleurs, nous allons les poser à Raji Saad, député, membre du bloc de Walid Jumblat à l'Assemblée nationale et membre de la commission des finances. Il est notre invité. Raji Saad, merci d'être avec nous Merci de me sur recevoir. ICI Beyrouth. Il y a eu 11 séances parlementaires pour essayer d'élire un président. Et là, il n'y a même plus de séance. Comment expliquer ça? Écoutez, on a tendance au Liban à vouloir tout le temps ne pas libaniser n'importe quelle échéance, que ce soit présidentielle ou même gouvernementale ou autre. Il y a un conflit, il y avait un conflit, et là il y a eu, on peut parler d'une bombe sur le plan politique régional, on va dire. C'est ce rapprochement entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Donc on a toujours considéré que ce conflit entre l'Iran et l'Arabie saoudite se reflétait dans notre politique interne. Aujourd'hui, le fait, et ça a toujours été une excuse, que l'Iran et l'Arabie saoudite et ce conflit, aujourd'hui que ce conflit est en train d'être aplani, on va dire, et même c'est en train d'aller bien plus loin Ils échangent les ambassadeurs, là. bien qu'un aplanissement, on parle aussi d'investissement, etc., qu'aujourd'hui ce conflit ne doit plus être une excuse pour ce blocage à l'intérieur du territoire libanais ou dans la politique libanaise, et qu'aujourd'hui, les parlementaires libanais et le Parlement devraient prendre ses responsabilités et aller au plus vite à l'élection. Quand on parle de libaniser, c'est le moment de libaniser, d'aller complètement vers une libanisation de cette économie, vu qu'il n'y a plus d'excuses d'intervention et de conflits étrangers sur le territoire libanais. Les milieux politiques disent qu'on attend tout le temps kelmet sir, comme on dit en arabe, c'est-à-dire le mot de passe qui viendrait de l'étranger pour élire un président. Vous pensez que Justement, c'est ce fini, que je cette dis, page? il y a toujours des influences étrangères dans n'importe quel pays, mais entre le mot de passe et une influence étrangère, il y a un grand gap. Ce que je suis en train de dire aujourd'hui, que vu que ce conflit est en train de diminuer énormément, le résultat au Liban, ça devrait diminuer, et donc ça devrait nous donner des coudées beaucoup plus franches de pouvoir élire à l'interne un président sans attendre ce fameux mot de passe. Et vous ne pensez pas que ça peut avoir aussi un effet contraire, c'est-à-dire que le Liban peut être une pièce d'échange entre l'Arabie La et l'Iran? responsabilité retombe sur le Parlement. Si on va aussi trouver une autre excuse et de dire Voilà. on va attendre la pièce d'échange, etc., la responsabilité retombe sur les épaules des parlementaires libanais et de ce Parlement. Et aujourd'hui, nous, on doit prendre nos responsabilités et aller au plus vite voter un président de la République. Quelles que soient les conditions, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui ne souhaitent plus y aller si à chaque fois on s'arrête à l'issue du premier tour, ou vous attendez une entente aussi? Écoutez, aujourd'hui, il y a un consensus qui, on ne va pas dire qui est total, mais assez général dans l'interprétation de la Constitution. L'interprétation de la Constitution était du ressort avant la Commission constitutionnelle. Aujourd'hui, c'est devenu du ressort du Parlement, mais au Parlement, il y a une entente générale qu'il faut qu'à la première séance, le président de la République soit élu aux 2/3 et qu'à la deuxième séance, il peut être élu à la moitié plus 1, mais qu'il y a un quorum de 2/3. Ce qui veut dire, finalement, qu'il faut une entente pour arriver à ces 2/3. Pour qu'il y ait élection d'un président de la République, il faut qu'il y ait une entente. Et nous, notre bloc parlementaire, je pense qu'est un des premiers blocs, si ce n'est le premier, à aller dans cette direction en disant qu'on ne pourra pas élire. Il faut s'éloigner de tous ces conflits et de tous les problèmes régionaux et même de nos différents sur le plan local et aller vers une entente pour élire un président de la République. Alors, on va en revenir à l'entente dans quelques instants, mais auparavant, je voudrais votre sentiment. Le tandem chiite, ce qu'on appelle le tandem chiite, c'est-à-dire Amal et Hezbollah, ont annoncé qu'ils avaient un candidat, Slimane Frangieh. Votre avis sur le nom de Slimane Frangieh, sa candidature? Écoutez, comme j'étais en train de vous dire, aujourd'hui, il faut une entente. S'il n'y a pas une entente sur le nom de Slimane Frangieh ne sera pas président de la République. Il faut, comme on est en train de dire, un quorum de 2/3. S'il n'y a pas d'entente, il n'y aura pas d'élection de Slimane Frangieh. Aujourd'hui, l'important pour nous n'est pas dans les noms. L'important de nous, c'est dans un programme, dans ce mandat de 6 ans du président de la République. Et ce n'est pas juste un président de la République, c'est un mandat. Ce qui veut dire qu'après, il va y avoir un Premier ministre, un gouvernement, des nominations, la Banque centrale, une nomination qui est un point très important. Donc,
l'important, c'est que ce soit un genre de programme et de mandat. Et on veut un candidat qui soit réformateur, c'est sûr, et qui ait une vision souverainiste du Liban. Et se mettre d'accord sur ce candidat. Vous avez, pendant les 11 séances, voté pour Michel Maouad, pendant que les autres, c'est-à-dire le tandem chiite, le CPL, le parti de Gebran Bassil, votaient ou blanc ou d'autres non. Vous soutenez encore Michel Maouad? Déjà, on considère que voter un candidat est beaucoup mieux que d'aller vers le blanc. Ça montre une envie d'arriver à l'élection d'un président de la République. Ensuite, par rapport à la candidature de Michel Maouad, on a voté pour le député Michel Maouad 11 fois, comme vous êtes en train de dire, parce qu'on considère que Michel Maouad représente le mandat et a les caractéristiques de la personne qui pourrait être. Après, on revient au concept de l'entente, donc on revient au concept des 2 tiers, et que finalement, il faut pouvoir que le candidat sur lequel on se met d'accord, en entente, puisse arriver à la présidence. Si on n'arrive pas avec Michel Maouad, avec le député Michel Maouad, qui le répète souvent, et au Parlement, qui dit que si ce n'est pas moi, ce n'est pas une question de personne, c'est une question de mandat. Si ce n'est pas moi, je ne m'attache pas que ce soit que moi. Ça peut être quelqu'un d'autre, mais il faut qu'on arrive à ce quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, ça peut être Joseph Aoun, le commandant en chef de l'armée? Toute personne qui représente une vision souverainiste du Liban et avec une vision, un programme de réforme de l'économie et de la politique libanaise. On ne parle pas de changement de constitution, mais de réforme dans la façon de gérer la politique libanaise. Toute personne qui vient sous ces 2 titres principaux qui peut regrouper 2 tiers du Parlement pourrait être président de la République. Alors le désordre ces derniers temps, politique en tout cas, se fait ressentir essentiellement dans les rangs chrétiens. C'est pour ça que le patriarche Rai... Pas tout à fait d'accord sur les rangs chrétiens, dans les rangs sunnites aussi. Oui. Il y a un tandem chiite, je suis d'accord, mais c'était une façon subtile d'amener ma question. D'accord, pardon. En fait, ma question, c'était que le patriarche Rai organise une journée de prière, entre guillemets, enfin, peut-être pas sans guillemets d'ailleurs, à laquelle il convie tous les députés chrétiens, parce qu'ils sont très divisés entre les forces libanaises, les Kataeb, et tous les autres, les Maradas, les Arméniens, enfin voilà. Donc il organise cette journée de prière. Ma première question, est-ce que vous allez y participer? Bien sûr. Et ma seconde question... En tant que député chrétien maronite, je participerai à la journée de prière. Et je ne vois pas pourquoi quelqu'un ne participerait pas. Voilà. Et est-ce que vous pensez qu'à l'issue de cette journée de prière, il peut y avoir un accord? On peut spéculer s'il peut y avoir un accord ou pas. Et le titre est une journée de prière, n'est pas une journée de table de rencontre de députés chrétiens qui vont décider c'est qui est le président de la République. Et de toute façon, le président de la République ne peut pas être qu'une représentation chrétienne. Il doit être une représentation nationale. Ce ne serait pas, ça n'aboutira en rien de dire voilà, on a choisi notre candidat et c'est lui qui sera président de la République. Il y a des rouages, il y a le Parlement, il y a toute une structure parlementaire ou on va dire constitutionnelle pour avoir un président de la République. Mais certes, moi je serai présent. Ça peut rapprocher les points de vue. Mais tout rapprochement. Parce qu'il y a un déjeuner. Tout rapprochement. Les Libanais se mettent toujours d'accord autour d'un déjeuner. Tout rapprochement chrétien et tout rapprochement aussi sur le plan national nous permettra d'arriver à cette entente dont on parle et l'élection d'un président de la République dans les plus brefs délais. Alors, toujours sur ce thème de président de la République, le rôle de la communauté internationale, on a parlé du rapprochement Arabie Saoudite-Iran. Il y a la France aussi, qui est la traditionnelle amie du Liban. Qu'est-ce qu'on peut attendre des alliés, des amis, il n'en reste plus beaucoup, du Liban, sur cette échéance présidentielle et les autres, la suite, sortir le pays de l'effondrement? Écoutez, premièrement, j'insiste sur le fait que c'est une responsabilité libanaise et qui retombe sur les épaules du Parlement libanais. C'est à nous de voter. Après, toute aide étrangère et toute médiation étrangère qui a un plus dans cette direction est favorablement reçue. Mais de toute manière, ce qu'on devrait faire, et ce que vous avez dit, qu'il n'y a plus beaucoup d'amis du Liban, il faudrait qu'on réouvre toutes ces relations et toutes ces amitiés que le Liban avait pour que ce soit pas une intervention, une ingérence, mais sûrement un facilitateur de l'élection du président et de relance économique. Parce que de toute façon, un pays, quand on arrivera à parler d'économie, un pays ne pas vivre en autarcie, il faut avoir des relations. Et plus il y a des relations internationales économiquement, plus ça ira mieux dans le pays. Donc les plus grandes puissances mondiales
on est dans la mondialisation de l'économie. Les plus grandes puissances mondiales ont des relations économiques. Et si nous, le Liban, on ne retisse pas toutes ces relations économiques, on va avoir un problème à l'avenir. Donc il faudrait réouvrir toutes ces relations, surtout avec nos voisins arabes. Alors tout à l'heure, vous m'avez tué ma question, mais là, vous me donnez une très belle transition pour parler d'économie. Voilà. Et notamment du plan... On se l'est rendu. Comme ça annule la première. Voilà. Notamment du plan du FMI. Alors, le FMI, déjà, hier, qui dit rien n'est fait, c'est très grave, il n'y a pas de réforme, etc. Qu'est-ce que vous pensez de ce plan du FMI? Est-ce qu'il faut signer un accord avec le FMI? Et si oui, lequel? Écoutez, notre point de vue, effectivement, et je pense qu'il y a une certaine majorité des parlementaires libanais ou de la classe politique libanaise qui considèrent que oui, il faut signer un accord avec le FMI. Et présent à plusieurs tables avec le FMI de négociation, etc., ils sont en train de dire qu'on ne va pas laisser tomber le Liban. Et c'est quelque chose de positif déjà, que tout le monde sache qu'on entend que non, le FMI va se retirer, non, le FMI est très... Vous les rencontrez d'ailleurs. Je les rencontre, est très investi sur le dossier libanais et veut arriver à une sortie ou une entente qui soit dans l'intérêt de l'économie libanaise et des citoyens libanais. Par contre, sur ce point, il faut que toute entente soit dans l'intérêt, évidemment. Sinon, quel est l'intérêt de le faire? Dans l'intérêt du Liban. Et aujourd'hui, dans les négociations avec le FMI et à chaque fois qu'on a une conversation avec eux, on réalise qu'il y a un peu a discrepancy, de grosses différences, pas petites, qui sont assez grandes dans le fond et même dans la forme, par rapport à ce que eux, comment voient les choses, comment le gouvernement voit les choses et comment le gouvernement est en train d'obliger le Parlement à suivre son plan de relance. Sur ce plan, il y a plusieurs points. C'est le plan du gouvernement, en fait, c'est pas le plan du FMI. C'est le plan du gouvernement, en accord avec le FMI. Après, le FMI a mis des titres. Oui. Cette loi, mais après, la loi a été rédigée par le gouvernement, a été envoyée. Entre un titre qui dit que, par exemple, le Capital Control est le résultat de la loi du Capital Control qu'on a reçu, il y a une très grande différence. Oui. C'est dans les détails c'est les détails qui comptent, ce n'est pas le titre qui compte. Oui. Donc, sur ce point, c'est les propositions du gouvernement et non du FMI. Ensuite, deuxième chose où j'ai été très clair là-dessus par rapport aux représentants du Fonds monétaire international, c'est que quelque part, on nous a demandé de voter des lois et quand on passe par le Parlement, on sait que ça prend du temps et qu'il y a beaucoup de négociations et beaucoup d'amendements et beaucoup de choses qui vont être faites pour pouvoir préparer cette loi et l'envoyer au Parlement, surtout qu'on est dans les vacances présidentielles, donc on n'est pas censé légiférer. Mais pour revenir au point, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein de réformes qui auraient dû être faites en amont, qu'on n'a pas faites. Donc ce que je leur ai dit, il fallait mettre en condition ces réformes. Les réformes auraient pu être très rapides, c'est une décision du gouvernement, application gouvernementale. On aurait pu faire des réformes très rapidement qui, eux, sans les réformes, même tout accord avec le FMI, ne sortira pas le Liban de sa crise économique. Parce qu'il faut coupler ces lois et les réformes. Or, jusqu'à présent, aucune réforme n'a été faite. Et vous faites partie de ceux qui, à la Commission des finances, veillent à restituer l'argent des déposants, à ne pas léser les déposants, ce qui semble être la volonté, enfin peut-être involontaire, involontaire en même temps, c'est difficile, du gouvernement. C'est-à-dire que vous faites partie de ceux qui disent c'est pas des pertes, les 70 milliards, ce sont des dettes, négocions, étalons les dettes, remboursons les gens en faisant des réformes. Tout à fait. Déjà, le titre principal aujourd'hui dans n'importe quelle économie, c'est la confiance. Premièrement. Deuxièmement, le rôle de tout État, c'est de défendre les citoyens et de veiller sur l'intérêt des citoyens et, entre autres, les déposants. Aujourd'hui, si on considère que, comme le gouvernement est en train de nous dire, l'État est en faillite et ne pourra pas payer ses dettes, ce qui, quelque part, dans un concept économique est tout à fait faux. Le Liban a un problème de liquidité, mais n'est pas en faillite. Si on fait les réformes qu'il faut et si le Liban est bien géré, le Liban pourra se remettre sur pied très rapidement. C'est une petite économie avec beaucoup de potentiel. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si on fait les réformes nécessaires et que l'État, qui est censé se porter garant de la défense du citoyen et en conclusion ou à extrapolation du déposant, aujourd'hui, ça gardera une confiance interne pour le citoyen libanais et même pour les marchés internationaux.
Parce qu'aujourd'hui, si n'importe quel État efface sa dette, déjà qu'on a un problème avec les eurobonds, et aujourd'hui efface sa dette à l'interne et que c'est des déposants, et pas que des déposants libanais, il y a des déposants étrangers. Le défaut qui a été une catastrophe pour le Liban et l'économie libanaise. Qui a été une énorme catastrophe, surtout que, pour ne pas rentrer dans le détail, s'il fallait le faire ou il ne fallait pas le faire, il ne fallait pas le faire comme ça. Et je tiens à préciser quelque chose sur le plan économique, que tous les méfaits qui ont commencé après l'arrêt du paiement et même du 17 octobre, la gestion par la suite les pertes ont été beaucoup plus grandes que tout ce qui a été fait avant la déclaration de défaut. C'est très important à savoir. C'est qu'on a perdu beaucoup plus d'argent après qu'on en a perdu avant. Donc si on le fait, c'est pour le faire dans l'intérêt du pays. S'il y avait un intérêt par rapport à l'arrêt de paiement, ça devait être fait d'une façon totalement différente. Et souvent, on a l'impression que tout ça, c'est du bricolage, que les gouvernants, je ne sais pas, ils bricolent. Par exemple, la loi sur le contrôle des capitaux. Vous êtes à la commission des finances, vous dites, c'est trop peu, trop tard, trop tôt, trop seul. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Même dans les négociations, même dans nos entretiens avec le Fonds monétaire national, ils disent que quelque part, c'est peut-être un peu trop tard déjà. L'intérêt n'est plus tellement grand sur le capital control. Et il y a eu une déclaration hier en disant qu'il doit être, encore une fois, amendé pour pouvoir continuer, qu'il doit avoir un amendement. Et même la levée du secret bancaire, il parle d'amendement sur la loi de l'amendement sur le secret bancaire, etc. Donc, sur ces points, ils ne sont pas tout à fait d'accord. Et nous, même sur le capital control, aujourd'hui, s'il est voté, et disons que le résultat final est bon et il est voté, il ne pourra pas être appliqué. Quelques petits points seront appliqués, comme la défense des banques, que n'importe quel jugement doit être reporté pour après la sortie de la crise. Mais tout le reste ne peut pas. Il y a une commission qui doit être créée à la Banque centrale. C'est elle qui va gérer ce capital control et qui peut faire sortir de l'argent et comment et pourquoi. Et cette commission a besoin il faut qu'il y ait des garde-fous. Mais cette commission doit être nommée par le gouvernement. Oui. Or, un gouvernement démissionnaire ne peut pas nommer. Donc, on revient au point initial. Oui. Il faut voter un président de la République le plus tôt possible pour avoir un gouvernement. Ce gouvernement pourra, s'il a encore un intérêt de faire cette loi de capital control, fera les nominations nécessaires à la Banque centrale pour pouvoir gérer le flux de capitaux. Et puis sinon, il n'y aura pas de gestion de flux de capitaux. Donc, la loi ne sera pas appliquée. Voilà, et s'assurer aussi, accessoirement, que les membres de la commission qui vont autoriser ou pas le transfert d'argent vers l'étranger sont d'une probité exemplaire. Sinon, on va avoir les futurs nouveaux milliardaires du Proche-Orient là-dedans. Tout à fait. On doit tout le temps être positif et penser positivement en se disant, voilà, ce qu'on doit faire, c'est les réformes et de choisir les bonnes personnes à la bonne place, les gens qui ont les compétences et qui ne sont pas là pour se remplir les poches. Et vous dites aussi que le capital control ne peut pas être voté comme ça ex nihilo, qui doit être entouré d'un ensemble de lois porteuse de réforme. Tout à fait. Il n'y avait pas ça ne représentait pas la majorité au début de la vision par rapport à ces trois lois. Et au bout d'un moment, après beaucoup de batailles, parlementaires, etc., on a pu convaincre le reste des parlementaires ou la majorité des parlementaires que cette loi ne peut pas être votée toute seule. Elles sont interliées. Et que si on fait un contrôle de capitaux et disons, on ne passe pas les autres lois, qui est la restructuration du secteur bancaire et la résolution de ce gap, de ce trou, on va dire, à la Banque centrale, de comment distribuer ses dettes, pas ses pertes, entre autres, la majorité devrait à l'État. Si on ne passe pas les deux autres lois et ça prend 2-3 années, un capital contrôle tuera complètement l'économie libanaise. Sera néfaste au lieu d'être constructif par rapport. Donc nous, ce qu'on voulait initialement, c'est d'avoir une loi. On n'a pas pu arriver là, mais on a pu arriver au point de se mettre d'accord au Parlement et à la Commission du budget et des finances que ces trois lois doivent être votées ensemble au Parlement. Et préparées a priori et votées l'une après l'autre au Parlement. Et puis face à vous, il y a des gens qui, eux, n'improvisent pas, qui fonctionnent selon un programme bien établi et qui attaquent les banques, ciblant les banques comme étant les seuls acteurs de la crise, alors qu'elles sont victimes comme les déposants. D'ailleurs, et parmi ceux qui attaquent les banques, très rares sont ceux qui ont des comptes en banque déjà. Donc on voit qu'il y a une politisation, d'ailleurs le Premier ministre l'a dit très clairement, une politisation de cette histoire d'attaque des banques, alors qu'en fait, s'il n'y a plus de banques dans le pays, il n'y a plus de pays. Très clairement, on a vécu les 20 dernières années au Liban et on sait comment ça se passe. Il y a eu
un profit qui a été distribué un peu partout dans l'économie libanaise. Il y a une responsabilité, et une hiérarchie de responsabilité. Évidemment, l'État qui a volé l'argent des déposants est responsable numéro un. Et ensuite, il y a des responsabilités, il y a plein de gens qui ont profité. Il y a eu plein de gens qui ont profité. Après, il y a des gens qui ont profité, il y a des gens qui ont volé l'argent des déposants. Déjà, il y a une grande différence. Ensuite, pour en arriver là, si aujourd'hui, on diabolise les banques, le secteur bancaire, et si on détruit le secteur bancaire, c'est qu'il n'y a plus d'argent déposant, les gens doivent savoir que finalement l'argent, il faut se rappeler 2008, la crise mondiale de 2008, et au lieu de retourner à 2008 et de se rappeler, il y a déjà plusieurs dizaines d'années, la crise de 2008, on doit se rappeler on doit voir ce qui est en train de se passer dans les banques internationales aujourd'hui. C'est que l'État a intervenu pour assurer la garantie des dépôts des gens et pas diaboliser la banque, détruire la banque et que les gens perdent leur argent. Donc, c'est pour venir dire que si on diabolise le secteur bancaire dans sa totalité avec la Banque centrale, et on dit que toute la faute est là, c'est qu'on est en train de complètement donner un blanc-seing à tout le reste, y compris la classe politique, qui, elle, est responsable principalement, pas seulement d'avoir profité de la situation, mais d'avoir volé le déposant libanais. Donc, la diabolisation est à l'encontre de l'intérêt des gens. Il faut régler le problème. Et le problème, mettre une hiérarchie de responsabilité. Et la responsabilité principale serait à l'État. Et évidemment, comme vous êtes en train de bien le dire, il faut qu'il y ait l'application de réformes. Sans réforme, tout ce qu'on est en train de dire n'aboutira à rien et l'économie va continuer à dégringoler. Et donc, par conséquent, la livre libanaise n'aura pas de plafond. Sans réforme et sans justice. On a vu il y a quelques semaines cette espèce de folklorique mascarade judiciaire où les juges se battaient entre eux. Écoutez, quand je parle de réforme, évidemment, on inclut la réforme de tout ce... Sans justice indépendante, du corps pas de confiance total. Il n'y a pas de confiance, il n'y a pas d'économie, il n'y a pas il y aura pas d'avenir. Il faut mettre fin à ces dérives de la justice et que les juges soient les premiers exemples de l'application de la justice. On ne peut pas avoir des juges qui, eux, ne vont pas se représenter devant la justice quand la justice leur demande des comptes et de dire que moi, je considère que tout le corps judiciaire est corrompu et que je suis la seule personne ou le seul juge qui est bien. Là, on a détruit le corps juridique complètement. Donc aujourd'hui, il faut refaire une réforme, il faut remettre de l'ordre dans le corps judiciaire clairement et arrêter d'utiliser la justice à des fins politiques. Et le chemin est encore long. Vous connaissez la phrase de Churchill, vous la connaissez, vous me l'avez dite tout à l'heure. When you go through hell, keep going. Keep going. Voilà. C'est ce qu'on doit faire. C'est ça la responsabilité. C'est notre responsabilité. Le chemin est long, mais il y a toujours... il faudrait donner quelque part aussi un sentiment aux gens qui nous écoutent, aux citoyens, de positivisme. Si on fait les réformes, et ce n'est pas si compliqué que ça. Si on fait ce qu'on doit faire, si tout le monde prend ses responsabilités, on peut revenir. Le Liban a beaucoup de compétences, a beaucoup de richesses. Le Liban peut s'en sortir facilement. Il faut juste être responsable et prendre des décisions qui sont certes considérées au moment même à T0 dures, mais qui sont très bénéfiques pour l'économie libanaise. Et le Liban peut revenir aux gloires du passé. On va rester sur cette note positive. Rajissad, je sais que vous avez un rendez-vous très important là dans quelques minutes. Donc on vous libère. Merci d'avoir suivi cette émission. Merci à vous et merci à tous les gens qui nous écoutent. Merci. Et restez sur Ici Beyrouth. Toute l'actu, l'info, les images, les photos, les articles, l'analyse, c'est sur Ici Beyrouth, sur notre site, notre application et l'ensemble des réseaux sociaux qui s'affichent juste en bas au-dessous de l'écran.